Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'échecs. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une partie célèbre de l'histoire du jeu qui date de 1912, qui a été disputée à Londres en 1912, donc une partie assez ancienne, qui a plus d'un siècle, qui a été jouée entre Édouard Lasker et Monsieur Thomas. Voilà. Alors il ne faut pas confondre Édouard Lasker avec son homonyme, Emmanuel Lasker, qui a été champion du monde, le deuxième champion du monde de l'histoire des échecs, un joueur beaucoup plus célèbre qu'Édouard Lasker. Malgré tout, ce Lasker que nous allons voir était aussi un très bon joueur de l'époque, un joueur américain d'origine polonaise, et qui est resté célèbre dans l'histoire des échecs, notamment en raison de la partie que je vais vous montrer, qui est un exemple parfait d'attraction, voire d'extraction. Alors, on a déjà fait une leçon sur l'attraction, qui était l'idée d'attirer une pièce adverse, le plus souvent le roi, sur des mauvaises cases pour pouvoir en profiter. Et bien, dans la partie qu'on va voir, on a qualifié cette partie de chasse au roi. On va voir que les Blancs, par l'intermédiaire de sacrifices assez audacieux, vont attirer le roi noir dans une position très originale. Et la position finale de la partie, vous allez voir que le roi des Noirs va être sur une case extrêmement surprenante. Alors, je vais commencer tout de suite par vous présenter cette partie. Ça a commencé avec le coup D2, D4. Voilà, le coup du pion Dame. Et les Noirs ont répondu E7, E6. Alors, c'est un coup un petit peu surprenant, un petit peu rare. En réalité, ça mène très souvent à ce qu'on appelle des transpositions. Voilà. Alors, ça permet aux Blancs de jouer E2, E4, puisque les Noirs n'occupent pas le centre directement. Les Blancs peuvent le faire et mettre leurs deux pions au centre. Mais auquel cas, les Noirs ont la possibilité, d'ailleurs c'est probablement le meilleur coup pour eux ici, de transposer dans une défense française en jouant D7, D5. Voilà. Et on arrive à cette position, et cette position, ben, c'est la position générique de la défense française, qui commence par E4, E6, D4, D5. Voilà, c'est la même position avec un ordre de coups différent. Donc E6 permet aux Blancs, s'ils le veulent bien sûr, de jouer E4 et de le transposer dans une défense française. Si les Blancs voulaient jouer C4 pour rester dans un canevas classique de début du pion dame, les Noirs auraient la possibilité, c'est pas obligé, mais ils auraient la possibilité de jouer D5. Et là, ils transposent une nouvelle fois dans un gambit dame classique. Le gambit dame classique, on l'obtient par les coups D4, D5, C4, E6. Exactement la même position avec un autre ordre de coups. Ils pourraient également, les Noirs, dans cette position, jouer tout simplement cavalier F6, auquel cas on a une autre transposition. Selon que les Blancs jouent cavalier C3, on peut jouer fou B4, la défense Nimzovich. S'ils jouent cavalier F3, on peut jouer B6, la défense ouest-indienne. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Donc E6 qui a l'air un coup un petit peu surprenant, comme ça, les Noirs n'occupent pas le centre directement. En fait, on va certainement arriver dans une ouverture classique, mais par un ordre de coups un petit peu surprenant. L'avantage pour les Blancs, c'est qu'ils peuvent choisir. C'est eux qui ont le choix en réalité. Ils peuvent décider de jouer un début du pion roi avec E4, rester dans un schéma du pion dame, voire, comme ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs, jouer cavalier F3, jouer un coup un petit peu plus souple pour voir ce que les Noirs font de leur structure de pion, s'ils veulent jouer le pion D, s'ils veulent sortir leur cavalier, avant de décider eux-mêmes de la formation centrale qu'ils veulent obtenir. Bon. C'est des subtilités d'ouverture. Voilà. Et ici, justement, les Noirs ont décidé de jouer une ouverture pour le coup un peu originale. Ils ont joué F5. Alors F5, c'est le coup caractéristique de la défense hollandaise. La défense hollandaise qui est une défense intéressante, dynamique, mais assez risquée. L'idée, c'est toujours la même. Hein. L'idée dans les ouvertures, c'est d'empêcher que les Blancs ne puissent mettre un centre de pion stable en D4 et E4 sans opposition. Ici, en jouant F5, on contrôle la case E4. Voilà. Donc, c'est un coup intéressant, bien sûr. En revanche, on s'aperçoit déjà que le roi noir a quelques courants d'air autour de lui. La diagonale E8H5 est affaiblie. Alors, pour l'instant, on ne peut pas en profiter, évidemment, mais il faudra faire attention. L'affaiblissement des cases autour du roi, c'est jamais anodin. Et voilà, donc ça, c'est un thème de la défense hollandaise, surveiller les cases autour de son. Alors, la défense hollandaise classique, peut se faire avec le coup E6 ou aussi avec le coup G6, quand le tout va en fianchetto. Alors, à cause du premier coup des Noirs, cette possibilité maintenant ne marche plus.
La défense hollandaise classique, je peux vous le montrer rapidement, c'est je commence par D4, F5, et sur par exemple C4, on peut jouer cavalier F6, cavalier F3, G6. Voilà, ça c'est caractéristique de la variante dite de Leningrad de la défense hollandaise. Et quand on joue E6, souvent, bon, les blancs décident de mettre leur fou en fianchetto, et là on peut avoir une formation assez instructive qui s'appelle la défense Stonewall. On joue D5 et C6. Voilà, une espèce de mur sur les cases blanches, voilà, qui essaye d'enterrer le fou G2 des blancs. Ça s'appelle la variante Stonewall, mur de pierre en anglais. Tout ça, c'est des possibilités qui sont offertes par la défense hollandaise. Bon, les blancs ont plusieurs moyens de jouer. Comme d'habitude, les ouvertures, c'est un arbre. Donc, à chaque coup, les blancs comme les noirs peuvent changer un petit peu de formation. Donc, revenons à la partie D4, E6, cavalier F3, F5. Lasker a décidé de jouer directement avec les pièces. Il y a un jeu rapide, actif, mais bon, il aurait pu décider de jouer C4 pour occuper de l'espace au centre, contrôler des cases. Il a préféré jouer cavalier C3. Alors, cavalier C3, l'idée, c'est d'essayer de préparer E4. En fait, il veut jouer E4 rapidement pour essayer de détruire la chaîne de pions des noirs et de placer ses pièces de manière assez offensive. Le joueur avec les noirs a joué cavalier F6, toujours la lutte pour la case E4. Hein, ça, c'est un thème très classique dans la plupart des ouvertures. En fait, la case centrale. Ici, on voit que les noirs contrôlent 2 fois cette case E4 contre 1 fois pour les blancs. Donc, E4 n'est pas possible. Et c'est pour ça que Lasker joue fou G5, qui est une façon détournée de menacer E4. Parce que maintenant, à cause du clouage sur la diagonale noire, par exemple sur un coup quelconque des noirs, disons B6, disons, pour développer la pièce, et bien je pourrais jouer E4. Tout simplement parce qu'après F prend E4, cavalier prend E4. Le cavalier E4 n'est pas défendu, mais il n'est pas réellement en prise. Puisque cavalier prend E4 se heurterait à fou prend D8, avec un déficit matériel très important pour les noirs. Donc, les noirs, de manière aussi un petit peu détournée, reprennent le contrôle de la case E4 en jouant fou E7. Voilà, ils se déclouent. Et maintenant, si les blancs décidaient de jouer quand même E4, eh bien, le pion serait en prise. Cavalier prend E4 et l'échange donnerait un pion de plus au noir, en sachant que cet échange-là ne change rien. Voilà. Les blancs décident de forcer E4 et pour ça, ils prennent une décision. Ils échangent leur fou contre le cavalier. Fou prend F6, le cavalier, c'est le défenseur de la case E4, donc ils l'échangent contre le fou. Et ensuite, ça leur permet de forcer E4. Alors l'avantage, évidemment, c'est qu'ils peuvent justement jouer ce fameux E4. Le petit inconvénient, c'est que souvent, notamment en début de partie, on considère que c'est bien de garder ce qu'on appelle la paire de fous, c'est-à-dire les deux fous. Le fou est souvent un peu supérieur au cavalier, et le fait d'avoir cédé son fou de case noire, les blancs n'ont plus de fou de case noire, ça pourrait poser des problèmes plus tard. Par exemple, si les diagonales noires s'ouvraient, ce fou F6 n'aurait pas d'opposition. Ça, c'est un petit peu le rêve des noirs dans cette position, mais on verra qu'ils n'arriveront pas à le réaliser et qu'au contraire, les cavaliers seront faits. Bon, enfin, en tout cas, les blancs sont assez logiques avec ce qu'ils veulent faire et ils décident de jouer E4. Puis on prend E4, cavalier prend E4, et ensuite, les noirs décident de sortir leurs pièces. Alors, on s'aperçoit que les noirs ont un petit retard de développement, ils n'ont pas sorti beaucoup de pièces, et un petit désavantage d'espace. Ils jouent sur 3 rangées, alors que les blancs jouent sur 4 rangées. C'est une position qui peut être dangereuse, hein, ça va se voir rapidement, et c'est pour ça qu'ici, il faut être attentif. Normalement, il faut jouer petit roc rapidement, mettre le roi à l'abri, et les noirs ont un petit peu traîné. Ils ont joué B6. Alors B6, c'est un coup extrêmement logique. Hein. Ils veulent sortir de leurs pièces, notamment ce fou C8, qui se trouve sur une diagonale complètement bouchée sans aucun avenir. Donc ils veulent le mettre en B7, d'où il aura une grande influence sur la grande diagonale. Le problème, c'est que ça prend 2 coups pour le faire. Un petit peu long. B6, cavalier E5. Alors, cavalier E5, voilà, un coup central, un coup très intéressant. Alors, il a eu l'idée derrière la tête, Lasker, il ne craint pas fou prend E5, d'une part parce qu'il pourrait tout simplement reprendre avec le pion, et il pourrait même d'ailleurs jouer échec au roi. Ce qui pose quelques petites questions au noir. Échec au roi, c'est une fourchette, hein, donc il va récupérer sa pièce. Si les noirs bougent leur roi, ils sont déroqués, ce qui est assez grave dans cette position. Et s'il joue G6, c'est la dame qui peut reprendre avec des petits soucis pour les noirs. La tour est attaquée, s'ils bougent leur tour, ils seront déroqués,
s'il joue petit roc, hein, on s'aperçoit que, à cause de l'absence du pion F, hein, coup constitutif de la défense hollandaise, le pion F n'est plus là, et ben déjà, plusieurs pièces blanches sont postées de manière assez dangereuse autour du roi noir. Par exemple, bon, on pourrait peut-être imaginer quelque chose comme H4, un coup très direct, mais qui menace H5, la tour se joint à l'attaque et c'est déjà très grave. En tout état de cause, les noirs n'ont pas voulu prendre le pion E5 et ils ont roqué simplement. Bon. Ils disent de toute façon, ce cavalier, je pourrais le prendre plus tard. Et les blancs sortent une pièce fou D3 sur une diagonale où on sent que le fou aura de l'influence plus tard pour attaquer le roi. Fou D7, coup logique, à partir du moment où les noirs ont joué D6, c'est assez logique qu'ils continuent par fou D7. Et ici, la position des noirs, en fait, est déjà très critique. Alors, on est assez tôt dans la partie, on est au 9e coup, et les blancs menacent déjà quelque chose de très grave. Alors, Lasker a bien senti le potentiel dynamique de sa position. On aurait pu imaginer ici qu'il joue simplement petit roc pour finir son développement, mais il a préféré profiter du fait que pour un ou deux coups encore, les pièces noires ne soient pas mobilisées. Lui, il a sorti ses 3 pièces mineures qu'il a placées parfaitement sur des cases centrales. Les noirs ont développé leur fou correctement, mais leur cavalier est à la maison, la tour A8 n'a pas bougé, et surtout le pion F a disparu. Et il en profite tout de suite en jouant Dame H5. Pardon. Dame H5, coup assez direct qui vise le pion H7, avec une menace assez grave, par exemple sur un coup quelconque, je ne sais pas, disons cavalier C6 par exemple, bon, et ben les blancs gagnent tout de suite en utilisant la découverte si le cavalier bouge, le fou D3 menacera le pion H7. Donc il suffirait d'échanger ici, et sur une prise quelconque du cavalier F6, Dame H7, échec et mat soutenu par le fou. Voilà. Donc cette idée est très grave. Et les noirs les noirs l'ont vu, et ils décident de la parer de manière, semble-t-il, assez intelligente en jouant Dame 7. Alors Dame 7, ça ne saute pas aux yeux tout de suite l'idée de ce coup, mais l'idée est simplement d'utiliser la dame des noirs pour défendre horizontalement le pion H7. Les noirs se disent, si les blancs veulent utiliser pour leur attaque le fou D3, il faut d'abord que le cavalier vienne s'échanger en F6, de sorte que la diagonale du fou s'ouvre. Et bien si tel était le cas, les noirs reprendraient du pion. Alors normalement, c'est pas terrible d'ouvrir la colonne G devant le roi, mais ici c'est indispensable parce que ça permet à la dame noire, de défendre son pion H7. Du coup, il n'y a plus de menace. Dame prend H7 serait simplement contré par dame prend H7. Et l'échange serait très favorable aux noirs, qui là du coup se retrouverait avec une pièce en plus, le cavalier attaqué, et les pièces actives, et bon, leur roi n'est plus très protégé, mais comme il n'y a personne pour l'attaquer, c'est pas grave. Voilà, donc dame 7 semble un coup intéressant. Malgré tout, ici les blancs ont une combinaison magnifique qui gagne. En fait, on pourrait poser montrer ce diagramme un petit peu comme un problème et dire ici les blancs jouent et font échec et mat en 8 coups. Alors, la formulation peut faire un petit peu peur parce que mat en 8 coups, ça paraît extrêmement difficile à trouver, même pour les plus grands champions, être capable de calculer 8 coups à l'avance, c'est très long et très difficile. Alors, vous pouvez, cela dit, mettre pause et essayer de chercher par vous-même le coup qu'a joué Édouard Lasker dans cette position. Même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de la combinaison, le fait d'y réfléchir, c'est très, très intéressant et très formateur. Cela dit, ce mat en 8 coups, il est trouvable. Il est trouvable parce que c'est des coups forcés. C'est-à-dire que, je vous donne un indice, les 8 coups qui vont venir seront 8 coups d'échec au roi. Les blancs vont jouer échec, 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 jusqu'à échec et mat. Et donc, c'est beaucoup plus facile de calculer, ça c'est une espèce d'indice que je vous donne, c'est beaucoup plus facile de calculer loin quand tous les coups sont des échecs parce que l'adversaire a des réponses forcées. Alors, parfois, le roi a une case, parfois, le roi a plusieurs cases, mais malgré tout, on sait qu'il va se défendre contre l'échec. Il n'a pas tout un éventail de possibilités à sa disposition. C'est ça qui rend le calcul très difficile. Alors, je vais vous montrer ce qu'a joué Édouard Lasker. Il a joué un coup extrêmement spectaculaire ici. Son idée, c'est un sacrifice d'extraction. Il va attirer le roi des Noirs hors de son roc, hors de sa protection,
pour pouvoir essayer de l'attaquer avec toutes ses pièces réunies. Et il a joué donc, il a, je pense, calculé jusqu'au bout parce que il a sacrifié sa dame. Dame prend Hachette, et normalement, quand on sacrifie la dame, c'est le plus gros sacrifice qu'on puisse faire aux échecs. Donc, il faut être absolument sûr à 100% que ce sacrifice marche. S'il y a ne serait-ce qu'une toute petite erreur de calcul, si on oublie une case, un détail, une prise, eh ben, l'évaluation change du tout au tout. Et ici, si les blancs ne matent pas, ils ont perdu, parce qu'ils ont perdu la dame. Donc, il faut être sûr à 100% que ce sacrifice mène au mat. En l'occurrence, il mène au mat. Ici, les noirs peuvent abandonner si les blancs jouent. Il n'y a pas de solution. On va regarder. Donc, dame prend H7. Évidemment, le roi n'a pas le choix puisque les cases sont occupées, donc il reprend. Et ça permet aux blancs de jouer le double échec. Cavalier prend F6 échec. Alors, c'est échec du cavalier et ça découvre l'attaque du fou. L'avantage d'un double échec, c'est qu'on ne peut le parer qu'en bougeant son roi. Puisque, par définition, il y a deux pièces qui attaquent le roi, on ne peut pas en prendre une, ce serait un coup illégal parce que ça ne protégerait pas le roi contre l'attaque de l'autre pièce. Donc le cavalier est imprenable ici. Il a beau être en prise 3 fois, personne ne peut le prendre parce qu'il faut défendre son roi. Ici, on va regarder où le roi peut aller. Alors, il ne peut pas aller sur les cases blanches G8 et G6 parce qu'elles sont contrôlées par les cases blanches. Il lui reste les deux cases noires, H8 et H6. Alors, évidemment, la case tentante, si on se met à la place des noirs, c'est la case H8. Hein, bien sûr, le roi n'a pas envie de sortir au milieu de l'échiquier, il a envie de se cacher dans un coin. Malheureusement, ça ne marche pas pour les noirs, car ici, les blancs jouent et matent en un coup par cavalier G6, échec et mat. Joli mat avec les deux cavaliers. Voilà, le roi est enfermé dans son coin, les cases blanches sont contrôlées, la case G7 n'est pas disponible, échec et mat. Ce qui veut dire qu'ici, le roi noir est obligé de commencer sa promenade fatale et il monte en H6. Voilà. Et maintenant, le but du jeu pour les blancs, c'est d'attirer le plus loin possible le roi noir au cœur vraiment de la position blanche pour réussir à lui donner le coup de grâce. Du coup, ils ont joué cavalier E, G4 pour continuer à chasser le roi. C'est la chasse au roi. On s'aperçoit, alors là, bon, il faut réussir à bouger les pièces dans sa tête quand on calcule sans toucher à l'échiquier, parce qu'on n'a pas le droit. La règle pièce touchée, pièce à jouer nous interdit, quand on joue une vraie partie, de voir à l'avance les transformations possibles de la position. Donc, il faut essayer d'imaginer toutes ces transformations dans sa tête. Malgré tout, comme je vous disais tout à l'heure, à partir de maintenant, le roi noir n'aura qu'une case. Donc, bon, si on est bien concentré, on peut y arriver. Ici, on s'aperçoit que le roi ne peut pas aller en H7 ni en G6 à cause du fou. Il ne peut pas aller en H5 à cause du cavalier F6. Il ne lui reste donc de disponible que la case G5. On continue la chasse. H4 échec. Pareil, on va faire le tour de toutes les cases du roi. Le roi a 8 cases autour de lui, il n'en a qu'une de disponible. Il ne peut pas prendre le cavalier F6 parce qu'il y a relais de cavalier. D'ailleurs, les deux cavaliers se défendent mutuellement et sont donc imprenables. Les cases de la diagonale blanche F5 et G6 sont défendues par le fou. Sur la colonne H, H6 est interdit à cause du cavalier et H5 à cause de l'autre cavalier. Le pion H est soutenu par sa propre tour. Voilà, reste donc, par élimination, on peut trouver le coup des noirs. C'est un coup forcé. Roi F4. Bon, on s'aperçoit que le roi des noirs, ici, normalement, ne devrait pas survivre. Malgré la dame de moins, le fait que le roi des noirs soit vraiment au cœur de la position blanche comme ça, les blancs ont des pièces, ils ont deux cavaliers, un fou, une tour, des pions pour le coincer. Normalement, ça devrait marcher. Il faut être sûr à 100%. Hein. La moindre case de fuite qu'on oublie, bon, ça pourrait être très grave. Les blancs ont joué G3, toujours la même idée, hein. Forcer le roi noir à avancer, l'attirer. G3, roi F3, seule case disponible, hein, vous pouvez regarder, les cases de la 5e rangée sont toutes contrôlées, soit par les pions, par les fous, les cavaliers se défendent, la case E4 est interdite, donc, la case E3 aussi, la case G3 bien entendu, donc, roi F3. Alors ici, il ne faut pas se tromper, hein, fou E4 est presque mat, le roi n'a pas de case et le roi ne peut pas prendre le fou, mais il ne faut pas oublier le fou B7 qui, hop, aurait éliminé le fou blanc et bon, du coup, ça ne marche plus. Donc, pour continuer à attirer le roi noir, Édouard Lasquer a joué fou E2. Voilà. La chasse continue. Le roi est obligé d'aller se cacher sur la case G2. Alors, c'est une position très originale. Hein. Le roi des noirs, presque au début de la partie, qui est déjà au cœur de la position des blancs. Donc, maintenant, il suffit de trouver un moyen
un moyen de l'enfermer. Alors, Édouard Lasquer a trouvé dans cette position un mat en debout. Effectivement, il a joué tour H2, soutenu par le cavalier G4, ce qui force une nouvelle fois le roi noir, qui n'a plus qu'une case, à se déplacer sur la première rangée. La case F3 est contrôlée, la case G3 et la case H3. La tour n'est pas prenable à cause du cavalier G4 qui la soutient. Le pion F2 est défendu. Les cases F1 et H1 sont contrôlées. Reste la case G1. Voilà. Et ici, Édouard Lasquer a construit un tableau de maths très original. Alors, original pour deux raisons. En fait, il va faire un mat de l'escalier. Alors, un mat de l'escalier, c'est toujours en finale, en fin de partie, quand le roi noir est seul, ou avec un pion ou deux, contre soit deux tours, soit tour et dame, auquel cas les deux pièces lourdes cèdent mutuellement pour construire un escalier. Mais un escalier dans l'ouverture, c'est unique. Enfin, j'ai jamais vu ce thème ailleurs que dans cette partie. Et, autre chose de très original, le coup qui va faire échec et mat est un coup de roi. Normalement, le roi ne pouvant pas se rapprocher de l'autre roi, ce n'est jamais un coup de roi qui fait échec et mat, sauf dans le cas d'un échec à la découverte. Et c'est ce qu'a fait Édouard Lasquer. Il a simplement joué ici roi des deux, découvrant l'action de la tour à 1, échec et mat, puisque la seconde rangée est contrôlée par l'autre tour, elle-même défendue par le cavalier G4. Ici, c'est échec et mat. Notez qu'il aurait pu jouer aussi, un coup assez joli, il aurait pu gagner en jouant grand roc. Ça aussi, c'est très très rare que le coup qui fasse échec et mat, ce soit le roc. Bon. En tout cas, le tableau de maths final, que vous voyez, il est extrêmement original avec le roi des nœuds. La position a l'air à peu près normale, à une exception près, c'est la position du roi des noirs. Le roi des noirs, normalement, il devrait se trouver quelque part sur la 8e rangée, mais en fait, il est sur la première rangée. Alors, cette partie, elle est devenue célèbre à cause de ce tableau de maths, on s'en souvient encore plus de 100 ans après, et elle illustre le danger qu'il y a à exposer son roi dans l'ouverture. Normalement, on dit que dans une partie d'échecs bien jouée, le roi, en tout cas dans l'ouverture et en milieu de jeu, le roi, c'est la pièce la plus en retrait. Normalement, le roi reste sur la première rangée et c'est les autres pièces qui doivent monter pour attaquer la position adverse. Ici, c'est exactement le contraire. Si on regarde la position des noirs, toutes leurs pièces sont sur leurs deux premières rangées, enfin la 8e et la 7e puisqu'il s'agit des noirs. Seul le roi est très loin devant les autres, isolé au milieu du camp des blancs. D'une certaine manière, c'est normal qu'il ne puisse pas survivre au milieu de l'armée des blancs. Voilà, écoutez, j'espère que cette partie vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci, au revoir.